La seconde partie de notre débat, et on parle football ce soir, on parle de l'Euro 2016 et on va parler de ce choc qui attend l'équipe de France jeudi à Marseille face à l'Allemagne. Ce sont quand même les champions du monde et on les a plus battus depuis 1958. Alors quelles sont nos chances? Avant de reprendre ce débat, je vous propose tout de suite d'écouter le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps. C'était hier soir après la rencontre face à l'Islande. Didier Deschamps. Je suis très content en premier lieu pour les joueurs parce que voilà, ils ont fait ce qu'il fallait pour être dans ce dernier carré. Et comme je l'ai dit, pour les supporters aussi qui nous ont témoigné tellement de soutien depuis des mois et des semaines. Après que ça soit, je m'en rappelais plus que c'était en 2000, mais la compétition est chez nous, donc c'est déjà ça de fait. Donc voilà, maintenant on a notre rendez-vous. L'Allemagne, c'est la meilleure équipe d'Europe et du monde, bien évidemment. Et sur cette compétition, même si elle a un peu tremblé face à l'Italie le dernier match, c'est l'une des rares équipes qui maîtrise sa situation. Jean Rességuier, ça va être compliqué, on l'a compris hein, quand on entend quand même Didier Deschamps. Quelle est notre faiblesse? On peut dire qu'on a une bonne attaque et une défense un peu faible? Oui, on en a parlé tout à l'heure par rapport notamment aux absences de certains joueurs et au fait que Didier Deschamps a un petit peu, je le mets entre guillemets, bricolé pour récupérer Adil Rami qui n'était pas prévu au départ dans la liste, qui l'associe à Koscielny. On se retrouve après avec Umtiti et sa première sélection hier. Alors il y a un vrai débat aujourd'hui de dire est-ce qu'on garde Umtiti ou est-ce qu'on remet Adil Rami. Dans la politique de Didier Deschamps, je pense qu'il y a de grandes chances qu'ils remettent Adil Rami. Mais la défense est une chose. Après, c'est ce milieu de terrain autour de Kanté qui, comme le disait Romarin tout à l'heure, a un travail énorme de sape qu'il réalise sur le marquage, sur la récupération du ballon, sur la relance, avec Matuidi, avec Pogba. C'est malheureusement, pour ceux qui ont apprécié hier le système de jeu et cette attaque française, c'est le retour à un 4-3-3 pour l'équipe de France pour stabiliser ce milieu de terrain et rassurer un petit peu cette défense qui est aujourd'hui, on va dire, le point faible de l'équipe de France. Mais c'est vrai que moi, avant la compétition, on me disait mais c'est impossible d'être champion d'Europe avec une mauvaise défense. Mais c'est possible d'être champion d'Europe avec la meilleure attaque et le meilleur buteur et les meilleurs buteurs de la compétition. D'autant que l'Allemagne est quand même part un peu affaiblie, si j'ai bien compris. Il y a quand même beaucoup de blessés dans cette équipe allemande. Hummels, suspendu, Louis Gomez, Khedira, peut-être Schweinsteiger. Hein, c'est bien ça, tout à fait. Et on peut rajouter Boateng aussi, sur lequel il y a une incertitude. Oui. Il y a des circonstances qui font que Joachim Löw, ça va être compliqué pour lui de mettre en place une équipe. Sauf que c'est les champions du monde sortants, sauf que c'est l'une, qu'on le veuille ou non, une des meilleures équipes du monde actuellement, largement supérieure, je veux dire, à tous les autres... sur le papier, en tout cas. Sur le papier, en tous les cas, par rapport à d'autres grands favoris. C'est une équipe dans le championnat, on parle souvent des Allemands, mais le championnat est très très relevé, aussi relevé par exemple que celui des Anglais. C'est une équipe... où évidemment le jeu est peut-être pas très spectaculaire, le jeu est peut-être pas très, je veux dire, quoi qu'en 2010 et en 2014 c'était vachement beau. Oui, non, justement, je voulais revenir sur 2014, c'est-à-dire que c'est pas une équipe composée, moi ça me fait toujours un peu sourire, d'espiègles, des gens qui prennent des risques, je veux dire un peu jolis. Là cette année c'est un peu mieux. En 2014, c'est vrai aussi que c'était une équipe qui était brillante, mais vous savez, c'est moi ce qui me fait peur dans ce genre de match. On peut faire tous les plans possibles sur le plan technico-tactique. On peut dire il faut jouer comme ça en 4-3-3, 4-2-2, etc. C'est une équipe où malheureusement nous avons une histoire. Et l'histoire souvent se répète dans ce genre de situation. Vous avez 82, vous avez 86, vous avez l'élimination en quart de finale au Brésil, vous avez ce fameux match du 13 novembre où il y a les attentats au Stade de France. Malheureusement, et c'est ça qui m'inquiète un peu parce que je suis un petit peu superstitieux, je me dis mais il faudra peut-être qu'un jour ça s'arrête tout ça. Et justement, il y a un contre-exemple à mon sens. Mais vous avez sans doute raison. Qui vient de l'Allemagne parce que Allemagne-Italie, l'Allemagne n'avait jamais battu ou éliminé l'Italie dans une phase finale d'un grand tournoi. Qu'est-ce qui s'est passé le week-end dernier? C'était pas le match du siècle, mais c'était quand même pas trop mal. Ça a été au tir au but. Les deux équipes étaient cramées, mais l'Allemagne a gagné au tir au but. Donc on voit que là, il y a aussi un destin qui a été renversé. Donc je me dis, je me dis, moi aussi, comme vous, sûrement, j'étais au Stade de France le 13 novembre, match amical, France-Allemagne, etc. Voilà. Il va y avoir tout ça. Il va y avoir l'histoire de France-RFA ou de France-Allemagne qui plaide sportivement plus en faveur de l'Allemagne pour le moment. Mais en match amical, la France a
plus battu l'Allemagne que l'inverse. Je risque de vous étonner. Moi, cette équipe d'Allemagne, là, elle est plus faible que celle de 2014. Hein. Exactement. Et c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Allez, Romain Biong. La deuxième faiblesse de la France, c'est que la France n'a pas de certitude dans son jeu, en tout cas autant de certitude que l'Allemagne. Sauf que quand on a dit ça, on n'a pas dit que l'Allemagne était aussi forte qu'en 2014. Et cette année, l'Allemagne est moins forte. Elle a une équipe, un squad offensif moins performant, avec Mario Gomez qui ne sera pas là, avec Müller qui est un peu en délicatesse, Götze qui est en délicatesse. Il reste Ozil et Drexler, certes. Au milieu de terrain, on se retrouve avec Kroos qui est effectivement un bon relanceur, mais dès qu'on lui met un peu la pression, il a du mal à défendre. Donc on a une équipe, on a Mats Hummels qui n'est pas là, on a Lahm, on est en pleine recomposition. Donc c'est une équipe qui a des certitudes, mais qui est dans un environnement, dans une période de recomposition. Donc les forces de l'Allemagne sont là, mais l'Allemagne est dans une période charnière, et là il faudra jouer là-dessus. Les forces, c'est l'expérience. L'expérience du haut niveau, l'expérience des demi-finales. Depuis la Coupe du Monde de 2006, ils sont à chaque fois en demi-finale, dans le dernier carré d'une compétition internationale. Ils le prouvent encore en 2016. C'est une équipe qui a de l'expérience. Joachim Löw est un fin technicien, mais je persiste là-dessus. La force pour la France, au-delà des suspensions et des blessures, et il y en a qui ont le large sourire en disant allez, c'est encore un coup de chance pour l'équipe de France. Non, c'est la réalité, c'est comme ça, et c'est le football. C'est aussi ça qui fait le charme du football, de se retrouver parfois à gérer des situations dont on n'a pas l'habitude de gérer. Et souvent, quand vous regardez c'est la chance aussi. Oui, mais c'est la chance. Et quand vous regardez, les gens ont souvent de la chance. Et quand vous regardez les résultats d'une équipe allemande en difficulté, elle s'en sort toujours merveilleusement bien. D'où la fameuse c'est le mental, c'est une culture. Et puis moi, ce qui m'inquiète très honnêtement, je veux dire. Vous n'avez pas l'air très optimiste, oui. J'essaye d'être objectif et je me dis, ça va être très compliqué et de toute façon, on va certainement pas gagner, je veux dire, d'une manière relativement facile. Mais évidemment, on a une immense chance. Tous les gens qui sont sur cette table. Mais c'est 50-50, vous pensez, ou on a un peu Moi, plus... je pense que l'équipe de France peut l'emporter. Le seul truc qui me rassure pas, très honnêtement, et Jean ne va pas être d'accord avec moi, c'est le problème défensif. Parce que ce problème défensif, il ne date pas d'aujourd'hui. Il date de 2 ou 3 ans. C'est un problème qui est récurrent. C'est un problème que Didier Deschamps, même Laurent Blanc n'avait pas pu, même avant Laurent Blanc n'avait pas pu résoudre. Et quand vous avez un problème défensif, excepté peut-être Sagna, Evra, qui est quand même un tout petit peu vieillissant, n'en déplaise à certains. L'axe central, je veux dire très honnêtement que Koscielny Rami, c'est parce que Didier Deschamps ne pouvait pas faire autrement. Hier soir, il fait jouer Mtiti parce qu'il ne peut pas faire autrement. Donc il se retrouve toujours dans cette situation de ne pas pouvoir faire autrement. Et Romarin, qui a joué défenseur pendant des années, il sait mieux que quiconque que si vous avez la meilleure attaque du monde, le meilleur milieu de terrain du monde, mais que la défense pose problème, vous êtes en difficulté, quoi qu'il arrive. C'est là peut-être la chance, parce qu'effectivement, excusez-moi, tout à l'heure, il était dit que l'attaque allemande est plus qu'elle était, donc effectivement, je pense que le point faible de l'Allemagne va se retrouver en face du point faible français, mauvaise attaque contre mauvaise défense, et le point fort de l'Allemagne défense va se retrouver devant le point fort français, l'attaque. Alors, soit le match va être débridé dès le début, j'y crois pas trop, soit il va être assez cadenassé et on peut aller aux prolongations, c'est plutôt à ça que je crois, même si je pense que cette fois-ci, ça peut sourire à la France parce qu'à domicile 84-98, la France a gagné ce genre de match-là. Et parce que l'Allemagne est un petit peu en deçà, je pense. Marseille. Et Marseille, les souvenirs. Ah oui, l'ambiance, ça va jouer là aussi à Marseille. On est à Portugal, domicile. 1984, le but on a de Tigana et le but de Platini. En ce qui me concerne, de se raccrocher à des souvenirs. C'est-à-dire que Marseille, demi-finale, l'année 84 où l'équipe de France est championne d'Europe, avec ce match historique, avec ce débordement de Jean Tigana et ce but de Michel Platini, moi je me dis c'est l'histoire, et l'histoire elle doit continuer dans ce genre vous avez raison d'esprit. Marseille, vous avez tout dit. Marseille, vous jouez à Marseille. Oui, sauf que les stats... Il y a un côté ancien combattant, je le reconnais. Mais j'y crois grâce à ça. Les stats aussi, à un moment, doivent être démentis. Et l'Allemagne, comme tu l'as très bien dit, a démenti les défaites consécutives contre l'Italie. Alors moi, malheureusement, je vais faire le mauvais français, parce que je crois en la victoire de l'Allemagne, malgré les forces de la France, mais je crois en la victoire de l'Allemagne, puisque même si cette équipe s'est affaiblie, elle a plus de certitude dans le jeu, elle a malgré tout encore
des grands joueurs. On voit Drexler, on voit Özil, on voit Khedira, etc., qui sont des très bons joueurs et qui sont les garants du système de jeu et de l'envolée. Donc, pour moi, c'est plus un 60-40 avec peut-être pas là. Ah non, mais il est blessé. Il termine par Gomez, c'est fini. Mais 60-40. Moi, je dis plus de 60-40. Moi, je ne suis pas du tout là-dessus. Pourquoi ? Parce que je pense que les joueurs de l'équipe de France aujourd'hui, et c'est pas faire honte à l'histoire de ce football et de ces France-Allemagne ou RF1, je pense qu'ils s'en tamponnent un petit peu de ce qui s'est passé. Je prends le risque de le dire. Parce que Giroud a dit oui. Et je crois que quelque part, ce qui les intéresse, c'est de laver l'affront, entre guillemets, de 2014, où ils sont sortis du terrain et Griezmann en larmes, et Giroud qui était remplaçant aussi, qui est entré dans ce match, ils avaient les boules, quoi. Ils ont envie de rattraper ça par rapport à la Coupe du Monde, par rapport au fait que après un match compliqué contre l'Algérie, les Allemands n'ont pas été très bons contre la France, ils ont été réalistes, et avec le métier d'Hummels qui fait une faute sur Varane, ils mettent ce but, et derrière Neuer qui fait 2 énormes arrêts sur Benzema. On est en pleine illusion qu'on peut gagner. Mais non, mais en 2014, on ne peut pas gagner, c'est impossible. On est dans l'illusion qu'on peut gagner, alors qu'en fait, dans tous les compartiments du jeu, les Allemands étaient au-dessus, en termes de métier, en termes de réalisme, en termes de positionnement, en termes de certitude. Donc il y a une vraie revanche à prendre sur 2014. Il y a certes une vraie revanche, mais on vit dans cette illusion qu'on pouvait battre les Allemands en 2014. Non, on ne pouvait pas les battre. C'était un réalisme qui nous faisait croire qu'on était proche d'eux, mais on était loin d'eux. On était loin d'eux. Il faut le rappeler quand même. Quart de finale de la Coupe du Monde. Quart de finale de la Coupe du Monde au Brésil, donc on resitue pour nos téléspectateurs. Jacques Vendroux. Non, mais moi, ce que je voudrais savoir aussi, parce que malheureusement, on a un peu avancé dans le débat. Mercredi, il y a un autre match, c'est Pays de Galles, pardonnez-moi, Portugal. Quel serait notre meilleur adversaire si on devait aller en finale ? Le Pays de Galles. Le Pays de Galles. Très franchement, parce que si jamais on doit jouer en finale, mais après l'Irlande et l'Islande, il faut bien prendre le Pays de Galles en finale. Voilà, ben oui, le Pays de Galles, parce que c'est mon avis en tous les cas, parce qu'à un moment ou à un autre, le dénommé Ronaldo, il va se réveiller, c'est obligatoire. À un moment ou à un autre. Il dort. J'ai l'impression qu'il est un petit peu fatigué. Il a fait une saison incroyable avec le Real Madrid, et c'est ça qui me fait peur. C'est-à-dire que il joue en demi-teinte. Il va sans doute se qualifier avec son équipe contre le Pays de Galles mercredi. J'espère de tout mon cœur qu'on retrouve cette équipe du Portugal, je veux dire, contre nous dimanche soir. Et puis aussi, soyons un peu égoïstes. Je veux dire, il y a une telle colonie portugaise en France que, je veux dire, c'est magique ce genre de match. C'est extraordinaire ce genre de rencontre. Il n'y a pas il y a des joueurs, très bons joueurs des deux côtés, il y a des stars des deux côtés, et c'est vrai qu'un France-Pays de Galles, ça a moins quand même de prestige qu'un France-Portugal. Je le dis très honnêtement, et j'ai pas spécialement de grands amis chez les Gallois. Bien pour tous les footballs, le football sportif, le football un peu glamour aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient contents, ne serait-ce que pour la figure glamour de pub que c'est, que Ronaldo soit en finale. Et en plus, je pense qu'effectivement, là où sportivement, pour le coup, je pense que le Portugal a plus de chance, c'est qu'il ne faut pas oublier que le Pays de Galles va avoir un de ses deux meilleurs joueurs, Ramsey, suspendu pour sa demi-finale de mercredi. Et Davis, le défenseur aussi. Et Davis, le défenseur. Donc eux, là, pour le coup, je pense qu'effectivement, c'est une belle surprise. Effectivement, ils ont un beau jeu. Effectivement, ils ont fait jeu égal avec l'Angleterre. Mais je pense que cette équipe-là, sans les deux joueurs importants qu'on vient de citer, avec uniquement Gareth Bale qui fait un bon tournoi, mais à lui tout seul, il ne va pas pouvoir sauver la nation. Devant ce Portugal, il ne faut pas oublier que le Portugal, souvent, Mourinho ou pas Mourinho, c'est une tactique cynique, c'est-à-dire ultra défensive. En 2012, ils sont arrivés en demi-finale comme ça et ils se sont fait éliminer très peu par l'Espagne, qui allait ensuite remporter le tournoi. Moi, je trouve ça glamour, en tout cas, le Portugal match moderne, Portugal-Pays de Galles, excusez-moi, mais le Real Madrid est au milieu de ce Cristiano Ronaldo, Bale, deux partenaires, deux stars de la maison merengue, et deux joueurs du Real Madrid qui vont se retrouver face à face. À la limite, si Zidane ne sait pas quoi faire, s'il est en vacances, la bonne idée, c'est qu'il aille à Lyon regarder ce match parce qu'il serait un bel arbitre de cette rencontre. Mais ça, déjà, ça va être un match dans le match extraordinaire. Même s'il n'y a pas Ramsey. La France devrait rencontrer qui, selon vous ? Quel serait notre meilleur adversaire pour gagner le Portugal est un tout point de vue le meilleur adversaire parce que. Oui, mais ça dépend sportivement. Le Pays de Galles, c'est quand même mieux. Le Portugal, au niveau de l'affiche, ça serait quand même très bien pour une finale en France de cet Euro. Mais attention, parce qu'on parle de revanche pour les Français, les Portugais vont vouloir prendre aussi une revanche sur l'équipe de France ces dernières années. À chaque fois, sur les compétitions internationales. Jean, quand tu regardes toutes les compétitions, que ce soit les Coupes du Monde, que ce soit les championnats d'Europe, il y a toujours à un moment une revanche. Toujours à un moment, on se retrouve. Et c'est ça
qui est merveilleux. C'est pour ça que les histoires de passionnés et de journalistes. Oui, je suis pas convaincu que le groupe des 23 de l'équipe de France soit vraiment ancré sur ça. Peut-être que Deschamps aura ça dans son discours. Hein. Peut-être que Guy Stéphane, quand il rencontre les joueurs en aparté à Clairefontaine, quand il discute avec eux, que les kinés discutent avec eux aussi, ou Manu Desvarieux, le magasinier qui a connu l'histoire de l'équipe de France. Moi, je suis pas convaincu que ces joueurs-là soient vraiment intéressés par le passé. Alors, Omar Mbiong, justement, vous qui connaissez justement toutes les arcanes, qui avez été joueur, qu'est-ce que dit l'entraîneur? Est-ce qu'il parle de revanche? Comment est-ce qu'il motive justement ces joueurs? Comment il les motive mentalement? Alors, chaque entraîneur a sa méthode. Hein, donc, on ne peut pas dire que la méthode de Deschamps est la même que celle de Joachim Löw. Hein. Chaque entraîneur a sa méthode. Une chose est certaine, en tout cas, moi, il me semble, une chose est certaine, c'est qu'il faut qu'il s'appuie sur ce qui s'est très bien passé hier et sur ce qui a très bien fonctionné les matchs avant pour aller jouer l'Allemagne. Et pareil pour l'autre demi-finale. Les Gallois, certes, ils n'ont pas Ramsey, ils n'ont pas Davis, mais ils ont un état d'esprit avec Williams, ils ont des travailleurs avec Joe Allen, etc. Ils doivent aussi s'appuyer. Donc le discours du coach, même si pendant la semaine ou pendant les quelques jours, ils vont travailler sur les vidéos de l'adversaire, etc., le jour du match, il va surtout s'intéresser à sortir du positif de son équipe et à sortir quelque chose de leur âme, de leur cœur. Mais donc, sur eux, plus que sur l'adversaire. Il y a un vrai discours très construit avant de rentrer justement sur la pelouse pour les doper, pour les booster psychologiquement. Il y a effectivement une causerie 2-3 heures avant le match. N'importe quel entraîneur au monde, que ce soit un entraîneur de DH ou de promotion d'honneur ou les 4 équipes qui vont disputer demain les demi-finales mercredi ou jeudi, ils ont un discours qui est construit, qui est précis, qui est positif, qui est travaillé avec ses collaborateurs, c'est-à-dire il rentre pas, Didier Deschamps va pas rentrer dans le vestiaire, au stade de Marseille ou même à la collation en improvisant quoi que ce soit. Mais c'est valable pour l'entraîneur gallois, c'est valable pour l'entraîneur portugais et l'entraîneur de l'équipe allemande. Ce sont des gens d'abord qui sont extrêmement cultivés. Il y a une grande évolution maintenant dans ce qu'on appelle, les entraîneurs de grands clubs ou d'équipes nationales. Ils parlent d'abord plusieurs langues, et puis croyez-moi, le discours, il est pesé. Ils savent, ils viennent de vivre ensemble pratiquement 1 mois et demi. Ils savent mieux que quiconque. Didier Deschamps sait mieux que quiconque psychologiquement à qui il peut faire mal pour qu'il soit très bon dans l'heure qui suit. C'est à la fois un métier d'entraîneur, de psychologue, il y a plusieurs fonctions maintenant dans le rôle d'entraîneur. C'est plus l'entraîneur. Pour beaucoup, ils ont été d'anciens joueurs, voire d'anciens très grands joueurs, comme Deschamps, qui non seulement étaient grands joueurs, mais capitaine d'une sélection championne d'Europe, championne du monde. C'est énorme. Et vainqueur. Et puis il y a la technologie qui entre en ligne de compte en tout cas aussi. Il ne faut pas l'oublier. Parce que par exemple, sur le 8e de finale, jusqu'au dernier moment, c'était l'Irlande du Nord. Et puis hop, ça a capoté. C'est devenu l'Irlande. Les joueurs n'étaient pas au courant dans leur chaîne, puisque sur leur chaîne de télévision en interne à Clairefontaine, ils ont immédiatement des images de l'adversaire. Là, c'est resté bloqué jusqu'à ce qu'ils connaissent l'adversaire. Depuis hier soir, ils ont déjà les vidéos qui tournent du système de jeu défensif, offensif, du milieu de terrain, l'aspect tactique sur leurs propres tablettes qui ont été équipées par la fédération. Enfin, il y a un vrai travail au niveau des nouvelles technologies qui font que sur les joueurs de l'équipe de France, à chaque moment, ils n'ont pas besoin d'entendre l'adjoint ou les adjoints ou Didier Deschamps discuter avec eux comme ils le font. Ils peuvent aussi, eux, prendre conscience des qualités et des défauts de l'adversaire. Ça, c'est une véritable évolution aussi. Allez, encore un mot, si vous voulez bien, quand même, sur cette ferveur populaire. On voit cette France qui est morose, avec un chômage très élevé, un climat très, très lourd. On a vu ces polémiques aussi, justement, concernant l'équipe de France avant cet Euro. Et aujourd'hui, on voit quand même cette ferveur de nouveau populaire. Et vous vous dites quoi, Omar Mbiong? Vous dites finalement, c'est formidable, le foot, le sport, ça rassemble. Clairement. C'est-à-dire que même nous, en France, qui avons un niveau de sinistrose très supérieur à d'autres pays, on se met nous-mêmes dans un niveau de sinistrose même la météo s'y met. élevé. On arrive à faire un euro magnifique. C'est-à-dire que l'euro, quand vous allez dans la fan zone, moi j'ai mes enfants de 18 et 21 ans, ils sont allés dans les fan zones à Bordeaux, à Toulouse, à Paris, mais c'est formidable. Ils rencontrent des gens formidables, ils passent des soirées formidables, et ça, toute sinistrose qu'on peut mettre devant, ça la balaye très très rapidement. C'est extraordinaire de savoir. À part ces abrutis de Russes et d'Anglais qui ont mis une pagaille, incroyable et indescriptible et vraiment d'une grande lâcheté à l'occasion du fameux match
Russie-Angleterre, on s'aperçoit, avec un petit peu le recul du temps, que tout se passe très bien. Et tout se passe, même si le football n'est pas extraordinaire, on ne va pas se mentir, mais en tous les cas, c'est une grande fête populaire. Et c'était le but du film. Et c'était le scénario, qui est une grande fête populaire pendant pratiquement un mois. Hubert Artus, rapidement. Ça, c'est aussi dû à un pays qui reçoit. C'est vrai que ça avait mal commencé avec Angleterre-Russie à Marseille, etc. Au début, on avait fait ici même un débat au tout début de l'Euro. On avait peur des conditions de sécurité. Il y avait des menaces vraiment clairement avant. Là, ça se passe bien grâce aux Irlandais, grâce aux supporters irlandais, aux supporters de la Pologne, aux supporters de l'Islande. Bien sûr. Ça, c'est la magie aussi, la beauté d'un pays qui reçoit et qui, là, la France, c'est vrai qu'elle montre qu'elle sait recevoir les supporters adverses. Parce qu'à Paris et à Marseille, qui sont les deux villes où j'ai été, mis à part les Russes et les Anglais, ça se passe très bien. Il faut la joie que nous ont fait les Polonais, les Irlandais du Nord et les Islandais, c'est magique. Mais la France en avait besoin. La France avait besoin de ça. De toute façon, on parlait de morosité. Regardez, le président de la République, François Hollande, il loupe pas un match. Il est à tous les matchs. Lui, je crois qu'il doit croiser les doigts jusqu'au bout pour que ça gagne contre l'Allemagne, que ça aille en finale et que ça gagne aussi. Bien évidemment, oui, tout à fait. Donc c'est pour ça que, au-delà de l'aspect politique et de la récupération, d'un point de vue populaire, les Français avaient besoin de ça et ont besoin de ça. Il y a qu'à voir. On est à 100 000 fans de l'équipe de France dans un club recensé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il se passe quelque chose autour de l'équipe de France. Et même si c'est pas vraiment dans mes habitudes, je veux dire, il y a quand même ce travail sécuritaire qui a été fait par, je veux dire, le gouvernement, je veux dire, qui est quand même irréprochable. Franchement, c'est très bien fait et les Français ont envie d'aller dans les fan zones et les Français ont envie d'aller dans les stades. Allez, on va gagner donc face à l'Allemagne. On va gagner face à l'Allemagne. Oui. Moi, c'est la prolongation, mais je vois pas faire la France. Non, pour moi, 3 sur 4. Oh non, vous êtes décevant, Romain Ambiang. Non, vous êtes 1-0, 119e minute de jeu. On accueille tout de suite Karim Yaoui, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Ça va vite. Bonsoir Karim, bonsoir. Et on parle évidemment de l'équipe de France qui est à la une de la presse européenne. Alors ce n'est pas si souvent et c'est vrai qu'on retrouve énormément de choses concernant l'équipe de France. Le site du Guardian par exemple qui s'arrête un instant sur une équipe de France qu'il avait trouvée jusque-là décevante parce que si elle a gagné à chaque fois elle aurait dû le faire beaucoup plus tranquillement et c'est dans les dernières minutes que ça s'est souvent joué mais cette fois-ci la France s'est définitivement réveillée, nous explique le journal britannique. Il y a un autre site internet, Goal Euro, qui souligne que la France s'est finalement pointée à sa propre fête. Pour beaucoup de médias, c'est un tournant. Et puis Marca, du côté de la presse espagnole, avec Griezmann qui veut la couronne. Évidemment, on s'arrête un instant sur ce joueur qui évolue en Espagne. Et puis, autre journal sportif, AS, qui évoque une France qui a cassé le rêve de ces Islandais qui espéraient peut-être aller plus loin. Et justement, on en parle évidemment, du côté des médias islandais. Vizir, vous évoquiez il y a quelques instants la façon dont un certain nombre de supporters irlandais, islandais avaient apporté aussi leur flamme à cet euro. Eh bien, ils remercient la France en quelque sorte, la France qui a respecté, en tout cas, les joueurs français qui ont respecté les joueurs islandais. Évidemment, pour l'Islande, c'est une page qui se referme, mais c'est une page peut-être la plus prestigieuse de l'histoire du sport islandais. En tout cas, c'est ce que souligne ce journal. Il y en a qui ont du mal à digérer tout ça, ce sont les supporters anglais. Il y avait un journal anglais qui titrait par exemple 5 pour la France, 2 pour l'équipe qui a battu l'Angleterre. Un journal anglais, mais aussi des internautes qui ont du mal à digérer la façon dont l'Angleterre a été écartée. Et là, il y avait beaucoup de tweets, mais je vous en montre un seul. Ce match sert simplement à démontrer à quel point l'Angleterre a été nulle. Des tweets particulièrement virulents à l'égard de l'Angleterre. On en retrouvait beaucoup du côté de la tweetosphère britannique. Et puis évidemment, les médias allemands, Die Welt qui explique qu'on est plutôt impressionné par cette avalanche de buts du côté français face à l'Islande. Et puis Bild, qui de son côté considère que, évidemment, ça sera plus difficile contre l'Allemagne que contre l'Islande, avec cette phrase « Pardon Pogba, mais face à nous, il sera moins facile de marquer, on verra ».
On parle de toute autre chose. On va parler de cet attentat qui a frappé Bagdad, qui a endeuillé la capitale irakienne avec plus de 200 morts. C'était ce week-end. Alors c'est vrai, on en parlait encore énormément sur les sites d'information, mais il y a beaucoup d'internautes qui considèrent qu'on n'en parle pas suffisamment sur Twitter. Il y a par exemple cet internaute qui dit « Je suis un peu choqué de voir en trend topic, c'est-à-dire les sujets les plus discutés sur Twitter, que l'euro domine cette actualité particulièrement douloureuse. » Alors évidemment, sur les chaînes d'information, on a beaucoup parlé de cet attentat, mais c'est vrai que les tweetos et sur Internet se sont plus intéressés, il faut l'avouer, à ce match de l'euro qu'à cette actualité particulièrement douloureuse. On développera ça tout à l'heure. Merci beaucoup, merci Karim Yaoui. Merci encore à tous les quatre d'avoir parlé avec nous de foot, toujours avec passion. Merci infiniment, merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée. Je vous retrouve demain soir à partir de 18h, heure de Paris. Bonsoir Karim. Bonsoir.